On le retint à dîner ce soir-là, et à la grande satisfaction de Ruth, il fit bonne impression à son père. On parla de la carrière de marin, sujet que Martin possédait sur le bout du doigt, et M. Morse déclara ensuite qu'il lui semblait être un jeune homme de beaucoup de bon sens. Dans son désir de parler correctement, Martin était forcé de parler lentement, ce qui lui permit de mieux exprimer sa pensée. Il se sentait plus à l'aise que lors du premier dîner, un an auparavant. Sa modestie et sa réserve plurent à Madame Morse, qui ne fut pas sans remarquer ses progrès évidents. C'est la première fois que Ruth remarque un homme, dit-elle à son mari. Elle est toujours si indifférente en ce qui concerne les hommes, que ça m'ennuyait beaucoup. Monsieur Morse dévisagea sa femme avec curiosité. Tu as l'intention de te servir de ce jeune matelot pour la réveiller lui demanda-t-il. Je veux faire en tout cas mon possible pour qu'elle ne meure pas vieille fille. Si ce jeune Éden peut éveiller son intérêt pour l'humanité en général, tant mieux. Parfaitement, répliqua M. Morse. Mais supposons, car il faut quelquefois supposer l'impossible, ma chère, supposons qu'il éveille en elle un intérêt par trop particulier. Impossible, dit Madame Morse en riant. D'abord, elle a 3 ans et demi de plus que lui, et puis... Oh, non, c'est impossible. Rien de pareil n'arrivera. Fie-toi à moi. Pendant que le rôle de Martin se précisait ainsi, il méditait, entraîné par Arthur et Norman, une excentricité. Ils avaient arrangé une promenade à bicyclette pour le dimanche matin, projet qui n'intéressa Martin que lorsqu'il apprit que Ruth devait en être aussi. Il ne savait pas monter à bicyclette et d'ailleurs n'en avait pas. Mais puisque Ruth montait, il n'avait qu'à apprendre, se dit-il. En rentrant donc, il se rendit dans un magasin de cycles et en acheta une de $40. Un mois de paye, durement gagné. Cette dépense réduisait singulièrement ses économies. Mais il réfléchit qu'en ajoutant aux $100 qu'il toucherait de l'examineur, les 2000 que lui devait le Youth Companion, tout s'arrangerait. Il traita avec la même indifférence le fait d'abîmer complètement son nouveau complet en essayant de rentrer à bicyclette ce soir-là. En arrivant au magasin de M. Higginbotham, il commanda par téléphone un nouveau complet au tailleur. Puis, le long de l'escalier étroit, aussi vertical que l'échelle de secours qui occupait à côté de la maison, il hissa la bicyclette et découvrit qu'en écartant le lit du mur, il y avait juste assez de place dans la petite chambre pour lui et son vélo. Il avait eu l'intention de consacrer tout le dimanche à la préparation du fameux examen. Mais l'article sur les pêcheurs de perles l'entraîna et il passa la journée à recréer fiévreusement les belles images qui le hantaient. Le fait que l'examineur de ce jour-là avait oublié de publier son article sur les chercheurs de trésors ne l'affectait nullement. Il planait bien trop haut pour ça. Comme il avait fait la sourde oreille à tous les appels, il se passa du lourd dîner dominical dont M. Higginbotham gratifiait invariablement sa famille. Pour M. Higginbotham, ce dîner représentait la marque extérieure de sa situation sociale et de sa prospérité. Il le fêtait donc par des platitudes sur les institutions américaines, sur la reconnaissance que l'on doit à ces institutions, qui permettent à tout honnête travailleur de s'élever, et dans ce cas, s'élever signifiait, ainsi qu'il le remarquait infailliblement, de garçons épiciers devenant propriétaires des denrées alimentaires Higginbotham. Martin Eden, ce lundi matin, salua d'un soupir les pêcheurs de perles non terminés, et prit un tram pour Auckland et le collège. Et lorsque quelques jours après il vint savoir le résultat de ses examens, il apprit qu'il avait été mauvais en tout, excepté en grammaire. « Votre grammaire est excellente, se lui dit le professeur Hilton en le dévisageant à travers ses grosses lunettes, mais vous ignorez tout, absolument tout, des autres branches, et votre histoire des États-Unis est abominable, il n'y a pas d'autre mot, abominable. Je vous conseillerais... » Le professeur Hilton s'arrêta, l'observant toujours, aussi hostile et incompréhensible qu'une de ses éprouvettes. Il était professeur de physique à l'université, possédait une nombreuse famille, un maigre salaire et un fonds choisi de sciences apprises à la façon des perroquets. « Oui, monsieur, » dit humblement Martin, qui regrettait beaucoup de ne pas avoir en face de lui l'homme au pupitre de la bibliothèque, à la place du professeur Hilton. « Je vous conseillerais donc de retourner à l'école pendant 2 ans au moins. Au revoir. » Martin ne fut pas autrement affecté par cet échec et s'étonna de l'air vexé de Ruth quand il lui rapporta le conseil du professeur. Son désappointement était si flagrant qu'il fut peiné d'avoir échoué, à cause d'elle surtout. « Vous voyez, dit-elle, j'avais raison. Vous en savez beaucoup plus que tous les étudiants qui entrent au lycée, et pourtant vous échouez aux examens parce que votre éducation est partielle, superficielle. Vous manquez de la discipline de l'étude, que seuls peuvent vous donner des professeurs expérimentés. Vous avez besoin de bases solides. Le professeur Hilton a raison, et si j'étais à votre place, j'irais à l'école du soir. 1 an et demi vous suffirait. D'autre part, ça vous laisserait le temps d'écrire. Ou bien, si vous ne pouvez pas gagner votre vie avec votre plume, vous pourriez vous trouver une situation. Mais si mes journées sont prises par un travail et mes soirées par l'école, quand vous verrai-je ? Se dit Martin. Mais il ne formula pas sa pensée et se borna à dire « Ça me paraît si enfantin d'aller à l'école du soir. Ça me serait encore égal si je pensais que ça servira à quelque chose, mais je ne le crois pas. Je peux travailler plus vite qu'ils ne peuvent m'enseigner. Ce serait une perte de temps. » Il pensa à son désir d'elle, et,
Je ne veux pas perdre de temps. Je n'ai pas de temps à perdre. Il y a tant de choses nécessaires. Elle le regardait gentiment, et il sentit qu'il était une brute de lui résister. La physique, la chimie, impossible d'en faire sans études de laboratoire et sans guide. L'algèbre et la géométrie vous décourageront. Il faut des professeurs expérimentés, des spécialistes dans l'art d'enseigner. Il resta un moment silencieux en cherchant la façon la moins vaniteuse de s'exprimer. Je vous en prie, ne me croyez pas vantard, fit-il enfin. Je ne sais pas m'exprimer. Mais j'ai le sentiment d'être ce que j'appellerais instinctivement scientifique. Je sais étudier tout seul, naturellement, comme un canard sait nager. Vous voyez les progrès que j'ai réalisés en grammaire. Et j'ai appris bien d'autres choses. Ne vous en doutez pas. Et ce n'est que le début. Attendez que je me mette en train. À présent seulement je commence à voir clair, à piger. À piger interrompit-elle en appuyant malicieusement. À savoir de quoi il retourne. Se hâta d'expliquer Martin. Ça veut rien dire en langage correct, fit-elle encore. Il pataucha davantage. Je veux dire que je commence à voir la manière d'accoster. Par pitié, elle n'insista pas, et il continua. La science me fait l'effet d'un bureau de renseignement. Chaque fois que je vais à la bibliothèque, j'ai la même impression. Le rôle des professeurs est de donner des renseignements aux écoliers de façon systématique. Ce sont des guides, voilà tout. Ils ne donnent rien d'eux-mêmes, ils ne créent rien. Tout est contenu au bureau de renseignement. Et ils ne font que désigner aux clients ce dont ils ont besoin pour les empêcher d'errer indéfiniment. Mais moi, je ne me perds pas facilement. J'ai la poste de l'orientation. Je sais toujours où j'en suis, n'est-ce pas? Quoi? Qu'est-ce que j'ai encore dit? Vous dites c'est pas? Ah, vous avez raison, dit-il avec reconnaissance. N'est-ce pas? Alors, c'est pas... pardon. N'est-ce pas? Où en étais-je? Ah oui, au bureau de renseignement. Eh bien, il y a des mecs, des gens, corrigea-t-elle. Oui, des gens qui ont besoin de guides. Presque tout le monde. Mais je crois que je peux, moi, m'en passer. J'ai passé un temps infini au bureau de renseignement et je commence à m'y reconnaître, à savoir ce que je veux trouver, quel rivage je veux explorer. Et de la façon dont je m'y prends, je naviguerai bien mieux tout seul. La marche d'une escadre se règle d'après la vitesse du bateau le plus lent, vous savez. Pour l'enseignement, c'est la même chose. Les professeurs ne peuvent pas aller plus vite que la moyenne des écoliers, et mon pas serait plus rapide que celui de la classe tout entière. Qui veut voyager vite doit voyager seul, cita Ruth. Il eut envie de répondre. Avec vous, je voyagerai encore plus vite, car il voyait apparaître à la vision d'un monde d'infinie clarté, qu'il parcourait avec elle dans ses bras, ses cheveux d'or pâle caressant ses joues. Oh, bon Dieu. Combien était pitoyable cette impuissance d'exprimer ce qu'il ressentait. Un désir lancinant le poignait, de pouvoir lui écrire des visions qui flamboyaient dans son cerveau. Ah, maintenant il comprenait. Il avait la clé du mystère. Voilà ce que réalisaient les grands écrivains, les grands poètes. Voilà pourquoi c'étaient des titans. Ils savaient exprimer leurs pensées, leurs rêves et leurs sentiments. Souvent, endormis au soleil, les chiens gémissent, aboient, mais ils sont incapables de dire ce qui les fait gémir ou aboyer. Voilà ce qu'il était, un chien endormi au soleil. Des visions nobles et magnifiques lui apparaissaient, et il ne savait que gémir et aboyer vers Ruth. Mais il ne dormirait plus au soleil. Debout, les yeux grands ouverts, il lutterait, travaillerait, souffrirait, en attendant le jour où, la langue déliée et les yeux dessillés, il saurait lui faire partager ses richesses cérébrales. Pourquoi ne trouverait-il pas, comme tant d'autres, la façon de dominer les mots, de les assembler, de façon à leur donner une signification personnelle? L'apparition du mystère le remua profondément, et de nouveau, la vision des grands espaces étoilés l'emporta très loin. Tout à coup, frappé par le silence, il vit Ruth qui le regardait d'un air amusé. Une vision m'est apparue, dit-il, et le son de sa propre voix le fit sursauter. D'où venaient ces mots, expression adéquate de l'interruption que son rêve avait fait subir à la conversation? Quel était ce miracle? Jamais encore il n'avait su exprimer aussi nettement une pensée élevée. Il est vrai qu'il n'avait jamais essayé. Mais Swinburne, Tennyson, Kipling et tous les autres poètes l'avaient fait. Soudain, ces pêcheurs de perles lui revinrent à l'esprit. Il ne s'était pas encore lancé dans les grandes choses. Il pourrait se servir du sentiment de la beauté qui le brûlait. Mais une fois fini, cet article serait différent. La grandeur du sujet le frappa tout à coup. Il se demanda audacieusement pourquoi il n'essaierait pas de célébrer cette beauté en vers, et pourquoi ne chanterait-il pas les délices infinies et l'enchantement de son amour pour Ruth? Tant de poètes avaient célébré l'amour. Il le ferait aussi, nom de Dieu! À son oreille stupéfaite, il entendit cette exclamation retentir, nette et sonore. Entraîné par son enthousiasme, il avait pensé tout haut. Le sang affluant à son visage, en bouffées si violentes qu'elles en teintèrent même à le bronzer jusqu'à la racine des cheveux. Je vous demande pardon, bégaya-t-il, je pensais. Par ici, prier? Dit-elle bravement, mais dans son fort intérieur, elle était profondément choquée. C'était la première fois qu'un homme de sa connaissance jurait devant elle, et cela la froissait, non seulement dans ses principes et son éducation, mais dans son esprit. Car ce souffle brutal de la vie pouvait, en effet, offusquer une jeune fille que l'existence avait jusqu'ici épargnée. Mais elle l'excusa, et s'étonna de sa facilité à le faire. Il n'avait pas eu la chance de naître, comme tant d'autres. Il faisait tout son possible. Et il progressait si vite.
Elle ne se figurait pas qu'elle pût avoir d'autres raisons d'être si bien disposée à son égard. De la tendresse qui la penchait vers lui, elle ne se doutait pas. Comment aurait-elle pu s'en douter? La sérénité de 24 ans de vie toute blanche ne pouvait lui donner la perception nette de ses propres sentiments. N'ayant jamais brûlé ses ailes, elle ne sentait pas le danger de la flamme. Martin se remit à son article sur les pêcheurs de perles. Il aurait été plus vite achevé s'il n'avait pas été si fréquemment interrompu par ses essais de poésie. Ces vers étaient, bien entendu, des vers d'amour, inspirés par Ruth, et jamais terminés. C'est pas en un jour qu'on peut apprendre à chanter sur un si noble thème. En eux-mêmes déjà, le rythme, la métrique et la forme étaient une assez sérieuse affaire, mais par-dessus tout, il y avait une chose intangible, impalpable, qui se sent dans tout beau poème, et qu'il ne pouvait arriver à saisir. C'était l'insaisissable esprit de la poésie elle-même, qui ne se laissait pas capturer. Il le sentait autour de lui, comme un feu voltant, comme une chaude et molle vapeur, à portée de la main, et pourtant hors d'atteinte. Quelquefois, il en saisissait quelques lambeaux, une traînante nuée, et en tissait des phrases qui chantaient dans son cerveau ou s'évanouissaient comme un brouillard léger. C'était décourageant. Il brûlait du désir de s'exprimer avec l'iris, mais n'arrivait qu'à un pathos prosaïque et sans originalité. Il lut à haute voix ses essais. Ils avaient le nombre de pieds voulu, les rimes étaient impeccables, mais l'inspiration, l'envol, faisait défaut. C'était à n'y rien comprendre. Et de guerre lasse, désespéré, déprimé, vaincu, il se remit à son article. La prose était sûrement d'un accès plus facile. Après les pêcheurs de perles, il écrivait un article sur la carrière de marin, un autre sur la chasse à la tortue et un troisième sur les alizés du Nord-Est. Puis il composa, à titre expérimental, une courte nouvelle, et pendant qu'il y était, il en fit 6 autres qu'il expédia à plusieurs magazines. Il écrivait sans arrêt, du matin au soir et tard dans la nuit, s'interrompant seulement pour aller à la salle de lecture prendre des livres à l'abonnement, ou voir Ruth. Il était profondément heureux. La vie était intense et belle. Sa fièvre enthousiaste ne tombait jamais, car l'ivresse créatrice des dieux était en lui. Le monde extérieur, les relents de légumes pourris et de lessive, l'apparence débraillée de sa sœur et la figure ironique de M. Higginbottom, tout ça était un rêve. Le monde véritable était celui de son cerveau, et les histoires qu'il décrivait, la seule réalité possible. Les jours étaient trop courts. Il voulait étudier tant de choses. Il ne dormit plus que 5 heures, et trouvant que c'était encore exagéré, il essaya de rogner une demi-heure de plus, mais il fut obligé, à son grand regret, de revenir à ses 5 heures. C'est avec regret qu'il cessait d'écrire pour étudier, qu'il cessait d'étudier pour aller à la bibliothèque, qu'il s'arrachait de là ou de la salle de lecture remplie des œuvres de ces écrivains heureux qui avaient réussi à placer leurs marchandises. C'était un crève-cœur, quand chez Ruth, il fallait se lever et partir, et il galopait le long des rues sombres pour retrouver bien vite ses chers volumes. Ce qui lui semblait le plus dur, c'était de fermer ses livres de physique et d'algèbre, de ranger bloc-notes et crayons et de clore ses yeux là pour dormir. Il détestait l'idée qu'il cessât de vivre, même pour peu de temps, et ne se consolait qu'à la pensée d'entendre le réveil 5 heures après. Il ne perdrait que 5 heures en tout cas, puis la sonnerie le ferait bondir hors de son inconscience, et il aurait de nouveau devant lui une admirable journée de 19 heures. Avec tout cela, les semaines passaient, son argent aussi, et les rentrées ne se faisaient pas. Un mois après son envoi au Youth Companion, la suite d'aventures pour enfants lui fit retourner avec un mot de refus si plein de tact qu'il ne put en vouloir au rédacteur. Il n'en fut pas de même pour le rédacteur du San Francisco Examiner. Après avoir attendu 2 semaines, Martin lui avait écrit. Il recommença au bout de 8 jours. À la fin du mois, il s'enfuit à San Francisco, chez le rédacteur, mais sans rencontrer ce haut personnage grâce à un cerbère d'une douzaine d'années, cheveux carottes, qui gardait la porte. À la fin de la 5e semaine, le manuscrit lui revint par la porte, sans commentaire, sans explication, sans rien. Ses autres articles lui furent renvoyés de la même manière. Il les expédia alors immédiatement à d'autres magazines, de l'Est cette fois, qui les retournèrent rapidement, toujours accompagnés d'un mot de refus imprimé. Les nouvelles revinrent également. Il les relut plusieurs fois et les trouva si bien qu'il ne pouvait comprendre le motif de leur renvoi, jusqu'au jour où il vit dans un journal que les manuscrits devaient être toujours écrits à la machine. Voilà qui expliquait tout. Bien entendu, les rédacteurs étaient trop occupés pour perdre leur temps à lire des ouvrages écrits à la main. Martin loua aussitôt une machine à écrire et passa une journée à apprendre à s'en servir. Tous les jours, il copiait sa dernière composition et recopiait ses manuscrits à mesure qu'on les lui renvoyait. Il s'étonna le jour où les copies dactylographiées commencèrent à lui revenir aussi. Sa mâchoire se serra, son menton avança légèrement, et il renvoya les manuscrits à d'autres éditeurs. Il en vint alors à se demander s'il pouvait porter un jugement de valeur sur ses propres ouvrages et les lut à Gertrude. Elle le regarda avec des yeux brillants d'orgueil et déclara « C'est beau de savoir écrire des choses comme ça. »« Oui, dit-il avec impatience. Mais l'histoire, comment tu trouves l'histoire ? Magnifique, absolument magnifique. Et intéressante aussi. J'en étais toute bouleversée. Il vit qu'elle ne disait pas entièrement sa pensée. Sa bonne figure était perplexe, et il attendit. Mais
Dis-moi, Marthe, fit-elle après une longue hésitation, comment ça finit? Ce jeune homme si poseur l'a-t-il obtenu? Il lui expliqua la fin, qu'il croyait cependant claire et artistement soignée. Alors elle déclara, mais voilà ce que je voulais savoir. Pourquoi ne l'as-tu pas raconté comme ça dans ton histoire? Après avoir lu un certain nombre de ses élucubrations, il fut au moins certain d'une chose, c'est qu'elle aimait les fins heureuses. Cette histoire est absolument magnifique. Elle redressa, avec un soupir de lassitude, son corps lourd penché au-dessus de la lessiveuse, en essuyant du revers de sa main rouge son front suant. Mais ça me rend triste, j'ai envie de pleurer. Il y a déjà trop de choses tristes dans la vie. Je préfère les histoires gaies qui me font rire, s'il l'avait épousée, n'est-ce pas, et puis... Ça ne te fait rien, Marthe? Interrogea-t-elle avec appréhension. J'ai cette idée parce que je suis fatigué, je suppose, mais ton histoire est tout de même splendide. Tout à fait splendide. Où vas-tu la vendre? Ça, c'est une autre paire de manches, dit-il en riant. Mais si tu la vends, combien t'en donnera-t-on? Oh, 100 $ au moins, étant donné le prix qu'on en demande. Dieu, j'espère que tu la vendras. C'est facilement gagné, hein? Et il ajouta fièrement, j'ai écrit ça en 2 jours, ça me fait 50 $ par jour. Il mourait d'envie de lire sa littérature à Ruth, mais il n'osa pas. Il décida d'attendre qu'une de ses histoires fût publiée. Elle comprendrait alors la raison de son obstination à écrire. Et en attendant ce moment-là, il continua à travailler avec rage. Jamais son esprit aventureux ne s'était encore jeté avec autant de passion dans ce qu'il appelait l'exploration de son cerveau. Il acheta des livres de physique et de chimie, et avec l'aide de l'algèbre, il se plongea dans des problèmes et des démonstrations. Son intense puissance imaginative lui permettait de comprendre les réactions chimiques sans en vouloir faire l'expérience, plus facilement que la moyenne des étudiants qui vont au laboratoire. Martin poursuivait son chemin à travers des textes lourds de science, enthousiasmé par les explications qu'il y trouvait de la nature des choses. Autrefois, il acceptait le monde tel qu'il était, sans chercher plus loin. Il en comprenait à présent le jeu et les courants contraires de la force et de la matière. Des solutions spontanées surgirent dans son esprit sur maints petits détails de son métier d'autrefois. Les lois de la navigation qui permettent aux navires de suivre infailliblement leur voie à travers l'océan illimité lui furent expliquées, ainsi que les mystères des éléments. Et il se demanda s'il n'aurait pas, par malheur, écrit trop tôt son article sur les vents alizés du nord-est. En tout cas, il comprit qu'il l'aurait mieux écrit à présent. Un après-midi, Arthur le conduisit à l'université de Californie, où, haletant et avec un respect quasi religieux, il parcourut des laboratoires, assista à des démonstrations et entendit le cours d'un professeur de physique. Mais rien ne lui faisait négliger d'écrire. Un torrent de nouvelles s'écoula de sa plume, et il se lança dans des vers plus faciles, du genre de ceux qu'il lisait dans les magazines. Cependant, une tragédie en vers libre lui mit le cerveau à la torture. Elle lui fit perdre 2 semaines, car elle fut renvoyée par une demi-douzaine de journaux avec une célérité qui le surprit. Puis il découvrit Henley, ce qui lui fit écrire une série de poèmes marins sur le modèle de croquis d'hôpital, des poèmes simples et romanesques, pleins de lumière, de couleurs, d'action, qu'il appela poèmes de la mer. Il les jugea meilleurs que tout ce qu'il avait écrit précédemment. Il y en avait 30, et il les termina en 1 mois, en écrivant 1 par jour. Après avoir fini son travail quotidien, il équivalait à 1 semaine de travail d'un écrivain moyen. Le travail ne lui coûtait rien. Pour lui, c'était pas du travail. Il avait découvert une forme d'expression. Il donnait tout simplement libre cours au trésor de beauté et d'émerveillement que pendant ces longues années, ses lèvres scellées n'avaient pas su formuler. Ces poèmes de la mer, il ne les montra à personne. Pas même au rédacteur des revues, dont il commençait d'ailleurs à se méfier. Mais ce n'était pas la méfiance qui l'empêchait de leur soumettre les poèmes de la mer. Il lui plaisait à tel point qu'il avait envie de les garder secrets, jusqu'au jour glorieux, lointain hélas, où il oserait en faire partager la beauté à Ruth. Il les garda donc pour lui en les relisant à haute voix et en les apprenant par cœur. Il vivait intensément toutes ses heures de veille et les heures de son sommeil, il les vivait aussi, car son esprit subjectif, pendant ces 5 heures de détente, transformait ses pensées, et les éléments du jour en de grotesques et fantastiques aventures. En réalité, il ne se reposait jamais. Un tempérament moins solide, ou un cerveau moins équilibré n'aurait pas résisté. Ses visites de l'après-midi à Ruth étaient rares maintenant, car juin approchait, et elle allait passer sa licence à l'université. Licenciée ès-lettres, elle lui semblait s'envoler à des distances telles qu'il ne pourrait jamais la rattraper. Elle lui accordait un après-midi par semaine, et comme il venait tard, il restait généralement à dîner. Elle faisait ensuite de la musique. Il marquait ces jours-là d'une pierre blanche. L'ambiance de la maison, contrastant si fortement avec celle qu'il connaissait, et la seule présence de Ruth, enracinait chaque fois plus solidement sa volonté de monter au sommet. Au-dessus de son désir impérieux de créer la beauté, il y avait son désir de la conquérir de haute lutte. C'était un amant avant tout, et la magnifique aventure de son âme lui semblait plus miraculeuse encore que celle de son cerveau. La genèse d'où était sorti le monde était un miracle moindre que la présence de Ruth dans ce monde. Pour lui, rien n'était aussi étonnant, aussi inouï que Ruth. Cependant, la distance qui les séparait le pressait toujours. Comment la franchir? Dans son milieu, il y avait eu beaucoup de succès auprès des femmes, sans jamais tenir à aucune d'elles. Mais il l'aimait, Ruth, et la considérait non seulement comme un être d'une classe supérieure, mais comme un être à part, tellement à part qu'il ignorait comment l'approcher.
Pourtant, plus il se cultivait, et plus il s'en approchait, en parlant le même langage, en partageant les mêmes idées et les mêmes jouissances intellectuelles. Mais rien de tout cela ne parvenait à satisfaire les aspirations de son cœur. Son imagination d'amoureux l'avait trop idéalisé pour qu'il pût rêver de s'approcher autrement que par l'esprit. C'était son amour même qui l'éloignait de lui et la lui rendait insaisissable. C'était l'amour lui-même qui lui refusait la seule chose qu'il désirât. Et un beau jour, brusquement, une passerelle fut jetée sur l'abîme. Bien sûr, le gouffre existait toujours, mais il cessa d'être aussi large. Il avait mangé des cerises, de grosses cerises noires et luisantes, au jus couleur de vin sombre, et plus tard, tandis qu'elle lui lisait un passage de la princesse, il remarqua que les cerises avaient taché ses lèvres. À l'instant même, son essence divine disparut. Elle était faite d'argile après tout. Comme lui, comme tout le monde, ses lèvres étaient d'une chair pareille à la sienne, puisque le jus des cerises les tachait aussi. Elle était femme, femme tout entière, comme toutes les femmes. Cette révélation l'abasourdit. Il lui sembla que le soleil mourait au ciel. Ensuite, il comprit ce que cela signifiait, et son cœur se mit à danser. Et il pensa à faire la cour à cette femme, puisqu'elle était non pas un pur esprit, mais une simple femme, dont les lèvres pouvaient être tachées par des cerises. L'audace de cette pensée le fit trembler, mais son âme chantait joyeusement et le bon sens triomphalement lui clamait qu'il avait raison. Ruth dut sentir un peu de ce changement qui s'opérait en lui, car elle interrompit sa lecture, le regarda et sourit. Les yeux de Martin glissèrent de ses yeux bleus à ses lèvres, et la vue de cette tache l'affola. Il faillit ouvrir ses bras et les refermer sur elle, comme il le faisait autrefois, du temps de sa vie insouciante. Elle se penchait vers lui et semblait attendre. Il se contint de toute sa volonté. « Vous n'avez pas écouté un seul mot, dit-elle d'un ton boudeur. Puis elle éclata de rire, ravie de sa confusion, et lorsqu'il la regarda dans les yeux, il vit qu'elle n'avait rien deviné ce qui s'était passé en lui. Alors il eut honte. Vraiment, sa pensée avait été trop loin. Toutes les femmes qu'il avait connues auraient deviné ce qu'il en était. Et voilà où était la différence. Ruth n'avait rien compris. Il fut de nouveau désolé de sa propre grossièreté et ému de l'innocence exquise de Ruth, et se retrouva de l'autre côté de l'abîme. La passerelle était rompue. Malgré tout, cet incident les rapprocha. Quand il se sentait particulièrement découragé, le souvenir de cette minute lui revenait, et il la savourait avidement. Oui, l'abîme était moins profond. Il avait accompli ce jour-là une chose autrement plus difficile que la licence S-lettres, et toutes les autres licences du monde. Elle était pure. Divinement pure, c'est vrai, mais des cerises avaient taché ses lèvres. Elle était sujette aux lois de l'univers, tout aussi inexorablement qu'il l'était lui-même. Il lui fallait manger pour vivre, et elle attrapait un rhume quand elle se mouillait les pieds. Mais là n'était pas la question. Si elle ressentait les atteintes de la faim, de la soif, de la chaleur et du froid, elle pouvait également ressentir celle de l'amour pour un homme. Et pourquoi ne serait-il pas celui-là ? C'est de moi que cela dépend, murmura Martin avec ferveur. Je veux être cet homme. Je serai cet homme.